le cercle de femmes Alma Mater, la mère nourricière. Aujourd'hui, je voudrais aborder un thème qui m'est cher, la confiance en soi. Comment avoir confiance en soi quand notre famille n'a pas été un terreau fertile? Comment avoir confiance en la vie quand on a vécu des traumatismes? À travers mon parcours et celui d'autres femmes fortes, inspirantes et combattantes, vous allez découvrir dans cette vidéo que chaque femme a ses défis, chacune de nous fait face à des difficultés. J'espère que l'écoute de cette vidéo vous donnera des pistes de réflexion et qui sait, plantera une graine dans votre cerveau et votre cœur pour continuer à avancer, à apprendre à aimer les défis qui se présentent dans votre vie et vous expliquer aussi que le temps aide à les transformer et à créer un carburant qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Je m'appelle Guylaine, j'ai 47 ans, je suis une femme, une entrepreneure, une mère, une amie, une épouse, une compagne. Je suis une guerrière de la vie, j'aime défricher des chemins, je suis une passeuse et je suis dans une démarche de développement personnel depuis près de 20 ans. Aujourd'hui, pour nous accompagner dans nos prises de conscience, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Fadila Saïd, qui est fondatrice de l'association Lune après Lune, thérapeute holistique spécialisée en soins énergétiques pour femmes, praticienne en modelage ayurvédique et certifiée RNCP en massage AMA, ex-sportive de haut niveau de basketball. Et Viviane Sinan, enseignante, sa passion pour l'humain l'a conduit à créer Connecté au succès. Cette entreprise de coaching et de formation a pour mission de contribuer au rayonnement des peuples noirs francophones au Canada et en Afrique, renforcer l'estime de soi des hommes et des femmes noirs de la francophonie afin de les amener à déployer le potentiel immense qui est en eux. Donc, je crois qu'on est dans le vif du sujet. Donc, je mettrai évidemment tous les liens vers les réseaux sociaux, les sites web de Fadila et Viviane dans la description de la vidéo. Et voilà, pour lancer les échanges, la première question que j'aimerais vous poser, c'est d'abord peut-être définir qu'est-ce que la confiance en soi, sur quoi elle prend racine, etc. Et est-ce que l'on a confiance en soi quand on vient d'une famille sans traumatisme. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'on perd sa confiance parce qu'on a vécu des traumatismes, mais même dans une famille, on va dire normale, parce qu'il n'existe pas de famille sans difficultés, sans voilà, mais est-ce qu'on peut aussi manquer de confiance en soi, même si on a eu un terreau plus fertile? Voilà, donc je vais laisser la parole à Fadila pour commencer. Voilà. Bon, bonjour à tous. Donc pour démarrer sur le thème de la confiance en soi, moi j'ai envie de dire simplement que la confiance en soi, c'est quelque chose qui va se développer au fur et à mesure qu'on va expérimenter, qu'on va vivre les choses. C'est vrai qu'il y a des terrains qui sont beaucoup plus souples que d'autres, je dirais. On n'a pas tous la même enfance. Mais en ce qui me concerne, je dirais que c'est pas forcément quelque chose qu'on peut exclure pour des familles pour qui on a le sentiment que tout va bien. Ça peut arriver à un moment donné de sa vie, par exemple pour une séparation qui arrive brutalement dans le cocon familial, ça va forcément enclencher des réactions, voilà, des détresses, des inquiétudes et ainsi de suite, ou encore un deuil à faire. Donc il y a des moments dans la vie qui ne préviennent pas et qui font que, ben oui, cette confiance qui va être plus ou moins forte d'une personne à une autre va être complètement déstabilisée, plus fragile d'une personne à une autre. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a des familles qui vont être confortables tout le reste de leur vie. Je dirais qu'il y a des différents degrés, et puis en fonction de ça, il va falloir rétablir, essayer d'améliorer un peu là où il y a eu des défaillances, entre guillemets, pour renforcer cette estime-là, voilà, qui a été fragilisée ou qui était complètement absente même pour certaines personnes, parce que voilà, les fondations ne sont pas les mêmes. Et c'est important en fait de réaliser, de prendre conscience en fait de tout ce qui pourrait faire défaut pour ensuite réussir à avoir une estime confortable, je dirais, pour pouvoir affronter les événements de la vie, quoi. Donc c'est voilà, la confiance en soi, c'est quelque chose d'important en fait et qui se construit selon moi. Super, merci. Viviane, tu veux nous donner ta vision des choses?
Merci Guylaine, merci également à Fadila. Je voulais, avant de répondre, te remercier pour cette opportunité que tu nous offres de partager sur nos parcours. Avec plaisir. Alors, la confiance en soi, c'est, je dirais, cette zone sans crainte, ce sentiment qui donne cette assurance, cette force, ce courage, cette détermination d'aller, de continuer et d'y croire, de croire en ses capacités, de croire qu'on peut y arriver, de faire face aux différents obstacles, parce que avoir confiance en soi, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire face à des problèmes, à des murs, à des obstacles, mais c'est être prêt à aller au-delà de tout ce qui va se mettre sur notre chemin pour croire qu'on peut y arriver. Maintenant, est-ce que dans des familles, entre guillemets, sans problème, on n'a pas de défi de confiance en soi? Je dirais, comme Fadila l'a dit, c'est à différents niveaux. C'est pas parce que à la maison, dans le cocon familial, tout a l'air de baigner que ça veut dire qu'on a de la confiance en soi. Il peut y exister des situations dans la famille qui peuvent impacter la confiance en soi, comme il peut également exister des événements en dehors du cocon familial qui peuvent impacter la confiance en soi. Donc, c'est effectivement un processus, c'est quelque chose qui se bâtit avec le temps. Merci. Oui, 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 c'est vraiment intéressant. Finalement, je pensais que c'est peut-être aussi difficile de partir dans la vie avec comment dire, des bases qui sont assez mouvantes, pas très stables, fragiles, que de partir, par exemple, avec une famille où on a été très chéri, aimé, etc. Et puis tout d'un coup, dans la vie, il peut y avoir des catastrophes qui vont faire que de toute façon, on va avoir cette estime de soi qui va être un peu écorchée, abîmée, fragilisée. Donc voilà, c'était aussi mon but d'introduction, c'était un petit peu de, parce qu'on a toujours un petit peu cette image un peu facile à penser, de se dire ah oui, mais c'est vrai qu'elle est partie sur il ou elle est partie sur une base qui est vraiment fragile. Mais en fait, même si on a une base forte, on peut avoir un événement dans la vie qui va tout bouleverser et fragiliser vraiment les bases qui étaient, enfin, qui étaient pas qu'en apparence, mais qui étaient solides. Voilà. Tout à fait. Super. Euh, alors voilà, par exemple, je voulais, moi j'aime bien parler un petit peu de moi parce que ça peut parler aussi aux gens. Alors je ne sais pas si vous voulez partager des choses par rapport à votre histoire personnelle. Mais moi, par exemple, j'ai toujours eu en exemple une maman qui n'était pas sûre d'elle parce que j'ai toujours connu une maman qui était au régime, qui ne trouvait jamais que son apparence physique était satisfaisante pour elle-même. Donc c'est vrai que je me souviens que petite fille, assez tôt, j'ai commencé à faire des régimes, alors qu'il n'y avait pas besoin, mais voilà, je suivais l'exemple maternel. Et puis moi, j'ai eu un père donc qui était maniaco-dépressif, qui en fait était complètement, enfin qui était présent physiquement, il a toujours été présent à la maison, mais en fait il était totalement absent puisqu'il ne s'occupait pas du tout de nous, il restait principalement dans sa chambre, il avait beaucoup de phases dépressives, on va dire, plutôt que des phases dites maniaques où il y a une sorte d'exaltation entière et totale. Voilà. Mais il avait pas tellement des périodes comme ça, c'était plutôt des grandes phases de dépression. Et en fait, voilà, moi j'ai connu un père qui était principalement, j'ai pas eu l'impression qu'il servait à grand chose dans mon modèle. Voilà, c'est ma mère qui a tout pris en charge. On était trois filles en plus, donc il y avait du boulot. Et c'est vrai que à travers ces deux modèles-là, moi j'ai dû vraiment construire une confiance en moi à partir du moment où j'ai été jeune adulte, on va dire, parce qu'adolescente, c'est pas facile hein, déjà de passer la période de l'adolescence. Et voilà, donc ça, c'est pour illustrer un peu un exemple de ma vie personnelle. Et comment j'y suis arrivée, je dirais qu'après, voilà, j'enchaîne un petit peu sur les choses que j'aimerais dire qui sont importantes. C'est qu'il y a un... Et puis alors, voilà, je dois aussi expliquer que j'ai eu un événement très traumatisant puisque j'ai perdu ma sœur qui a été en fait tuée par son ex-compagnon. Voilà, donc c'est un féminicide. Et 4 mois après, mon père est décédé puisqu'il était déjà atteint d'un cancer. Il était un très gros fumeur. Donc il y a eu cet événement qui, on va dire, au moment où j'étais jeune adulte, hein, c'est arrivé quand j'avais 22 ans, ça a vraiment été un cataclysme. Et je me souviens qu'à cette période-là, il y a la maman d'une amie de l'école m'a dit, comme elle voyait que je ne me remettais pas, que j'étais en train de partir un peu au fond,
Et je me souviendrai toujours et je la remercierai toujours de ce bon conseil. Elle m'a dit, écoute, je pense qu'il faut que tu ailles parler à un professionnel, à un psychiatre, voilà. Et j'ai entamé une psychothérapie ça n'a pas été facile, ça a duré longtemps. Mais c'est le premier, on va dire, le premier pas que je pense que j'ai bien fait de faire pour moi, pour évacuer toutes ces choses, évacuer aussi l'enfance qui n'était pas facile, parce qu'avec un père, voilà, qui n'était pas entre guillemets normal, qui n'était pas dans son rôle de père, voilà. Donc la première chose que je dirais, en tout cas pour moi, ça a été une psychothérapie. Alors voilà, je ne sais pas si vous voulez donner des exemples, peut-être dans les gens que vous fréquentez ou de votre histoire personnelle pour illustrer ça. Viviane, peut-être? Oui, pardon, allez-y, oui, oui. Ok, je pense, ok, vas-y, je vais y aller. Moi, je suis issue d'une famille de plusieurs enfants, 10 enfants, et je suis l'une des dernières, l'avant-dernière précisément. Et on va dire, dans le contexte dans lequel j'ai grandi, les plus jeunes n'auraient pas forcément, c'était pas forcément ceux qu'on écoutait le plus, c'était pas ceux qui avaient droit à la parole. Et ensuite, il y a un autre facteur qui est, j'ai vu mon père juste une fois. Et il est décédé, donc j'ai grandi entre la résidence de mon oncle, le frère à ma mère, et pendant les vacances, je rejoignais ma mère, j'allais chez ma mère. Donc, j'ai toujours eu cette quête-là d'amour du père. Je me rappelle même que des fois, il m'arrivait d'appeler mon oncle papa parce que je voulais appeler, j'avais besoin d'appeler papa. Et puis, il y a aussi l'épisode de l'école primaire où je fais l'objet d'intimidation. On me caractérisait surtout par mon physique, par mon nez et inconsciemment, j'ai développé ce complexe-là qui faisait que je ne m'aimais pas. Donc, je n'aimais pas le reflet que le visage, que le miroir me rapportait de moi. Je me suis créé une carapace, en fait. Je me suis créé comme un cocon qui faisait que je parlais pas beaucoup et que je n'aimais pas m'exprimer en public, alors que, paradoxalement, hein, quand j'étais plus jeune, je voulais exercer dans le domaine de la communication. Je voulais être interprète, je voulais en tout cas être dans le domaine de la communication, mais j'avais ce complexe-là qui faisait que je ne pouvais pas parce que j'estimais que mon image n'était pas quelque chose qui pouvait être apprécié, quelque chose qui pouvait être aimé. Donc, tous ces éléments-là ont joué sur ma confiance en soi, mon estime de moi-même pendant plusieurs années. Et j'en étais pas forcément consciente parce que c'est des choses qui se sont ancrées progressivement dans les différentes expériences que j'ai eues à vivre. Et on va dire qu'à un moment donné, il y a eu comme un déclic, comme un appel. Et puis, je me suis dit, bon, je ne vais pas continuer de rester dans cette coquille-là, je ne vais pas continuer de rester dans cet environnement. J'ai besoin de sortir, j'ai besoin de m'épanouir, j'ai besoin de m'exprimer. Et advienne que pourra, mais je veux dire, ça prend du temps. C'est un processus, c'est vraiment c'est pas toujours évident. Donc, s'il y a des femmes qui vont écouter cette vidéo-là, qui peut-être pourraient se reconnaître dedans, il ne faut pas s'en vouloir si vous passez par cette situation ou que vous vous souvenez que dans votre enfance, il y a des événements qui se sont passés, soit que vous n'avez pas connu un parent ou soit que vous n'avez pas reçu l'amour auquel vous vous espériez. Mais c'est un processus au bout duquel je pense que vous arriverez à vous découvrir, vous arriverez à savoir qui vous êtes et à vous accepter tel que vous êtes. Je ne Oui, sais pas si je réponds à ta question. oui, 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 et puis c'est très bien parce on va donner des pistes pour y arriver parce qu'il y a l'aide qu'on peut recevoir de l'extérieur, il y a, comme tu le dis, aussi quelque chose en toi qui est venu et puis ça t'a une force, voilà. Alors, je vais juste laisser aussi intervenir Fadila et ensuite on parlera de tout ce qui peut aider, voilà. Bon, à mon niveau, en fait, je suis un peu comme Viviane, je suis issue d'une grande famille, donc une dizaine de personnes.
Et moi, je suis bien au milieu, hein. Voilà, j'ai les aînés au-dessus, les petits derrière. Et puis bon, mes parents, en fait, à l'époque, ne vivaient pas en France, hein. Ils sont arrivés voilà, fraîchement en France avec leur culture, voilà, leur tradition, etc. Et puis bon, bah, il a fallu justement se frayer un chemin dans tout ça, y voir clair. C'était pas simple. Et je dirais que pour rejoindre un peu ce que je disais tout à l'heure, en dehors du fait qu'on a des fondations, puis voilà, que certains vont être plus construits que d'autres, euh, il y a aussi la sensibilité en fait qui est importante. Et moi, ça c'est quelque chose qui a énormément joué en fait, en tout cas dans mon enfance, d'autant plus qu'on était plusieurs personnes avec différentes sensibilités et tous hypersensibles. C'est-à-dire qu'il n'y en avait pas un qui ne l'était pas. Donc, ouais, moi, ça a été une difficulté pour moi de me frayer un chemin, de prendre toute ma place au milieu de cette famille-là. Et voilà, il m'a fallu ruser, entre guillemets, faire preuve de curiosité et plein d'autres choses encore. Et, et je dirais que là où il y a eu une grosse brisure, c'est à l'âge de 5 ans, en fait, parce que mon frère aîné est décédé et d'un cancer. Donc là, ça a été foudroyant pour moi. J'étais petite, mais autant vous dire que très tôt, on prend conscience d'énormément de choses. Ça nous impacte directement dans les cellules et ça vous suit très longtemps. Donc voilà, c'est important, enfin je le précise parce que souvent, beaucoup de gens vont minimiser en fait sur les accidents de la vie, sauf que non, surtout en fonction des sensibilités, il y en a pour qui ça va être beaucoup plus difficile et délicat pour rebondir en fait. Donc déjà, il y a eu ce décès-là qui a été très important pour moi. Ensuite, au niveau de mes parents, c'est vrai que j'avais des parents très discrets, pas forcément expressifs, voilà, timides aussi. Donc, j'ai beaucoup hérité de cette timidité moi aussi. Donc, voilà, le repli sur soi, etc., l'ouverture sur les autres, ça a été assez compliqué pour moi, jusqu'à aujourd'hui, hein, puisque je fais l'émission avec vous. Donc c'est une opportunité aussi d'ouverture pour moi. Donc voilà, il a fallu quand même que je trouve mes propres repères en fait, parce que c'est vrai que c'était fragile, autant du côté de ma mère que du côté de mon père, et qu'en plus il y a eu des événements assez lourds dès le début en fait. Pour moi en tout cas, dès le départ, j'ai été confrontée à, voilà, je dirais à la réalité de la vie, hein, parce que voilà, c'est la mort, quoi, donc c'est pas rien, et ça vient réveiller énormément de choses. Voilà. Ah, super, merci vraiment pour ces partages, hein. Je sais que c'est pas toujours évident de partager sur sa propre histoire, mais ce que je trouve très beau dans vos deux témoignages, et j'inclus le mien aussi, c'est que finalement on arrive à transformer tout ça. Et aujourd'hui, on est capable de faire cette vidéo, on est capable de se montrer, de se mettre en avant, d'être dans la lumière. Et ben ça, enfin, moi, je trouve que c'est un excellent message pour toutes les femmes, pour toutes les jeunes femmes aussi. Voilà, je trouve que bah, la clé, en fait, on va en parler encore, on va parler un peu des étapes d'avant, mais la clé finale, c'est d'arriver à... Alors, transcender, c'est un mot qui parfois est un petit peu ésotérique, mais moi, j'aime bien transformer, et puis vivre avec, parce que finalement, tout ce qui nous est arrivé dans la vie, on le transforme, on vit avec. On n'oublie pas, hein, parce que les traumatismes ne s'oublient pas, mais on vit avec, on fait avec, on compose avec, et voilà, c'est une transformation qui est importante et puis qui donne, enfin, qui donne voilà, les femmes que nous sommes aujourd'hui. Et encore merci pour ces partages intimes, parce que je sais que c'est pas toujours évident. Alors maintenant, on va parler de comment vous êtes arrivées toutes les deux à, à gagner en confiance, à construire votre confiance. Voilà, quelles ont pour vous été les étapes, les personnes clés, peut-être les thérapies, voilà, ce qui vous a aidé. Alors peut-être Viviane, oui. Moi, je voulais dire, avant de parler des différentes étapes, je voulais dire aussi que j'écris avec la main gauche. Et ça a été un facteur différenciateur parce que la majorité des gens écrivent avec la main droite. Mais moi, quand j'écrivais avec la main gauche, les personnes voulaient à tout prix que j'écrive avec ma main droite. Donc, j'ai grandi en Afrique et c'était considéré comme anormal d'utiliser la main gauche pour écrire. Je me rappelle bien à l'école,
j'ai reçu des corrections, là, je veux dire, pour que j'utilise ma main droite. Et c'était, à un moment donné, ça m'amenait à me demander si j'étais anormale parce que on me trouvait, il y a des gens même qui me disaient que tu es gauche. Parce que genre, dans le style, quand je marche, on a l'impression que je marche plus du côté gauche, je suis plus inclinée sur le côté gauche et que je fais mes choses plus à gauche. Et donc, ça peut impacter aussi la confiance en soi de quelqu'un. Mais moi, par rapport principalement au fait que j'étais gaucher, comment est-ce que j'ai réussi à utiliser cela pour avancer? C'est que j'entendais souvent dire que les personnes gauchères étaient intelligentes. Donc, je me suis dit, ben oui, si je fais partie de la catégorie des personnes qui sont gauchères, c'est que moi, je suis intelligente. Donc, je m'accepte, je suis gauchère, j'ai pas choisi d'écrire avec la main gauche, c'est arrivé naturellement, donc je reste gauchère et puis je suis une personne intelligente. Ça, c'est quelque chose qui m'a aidé à surmonter ce défi-là que j'avais. Mais on va dire en règle générale par rapport au manque de confiance en moi, euh, la vie associative m'a aidée parce que j'ai été identifiée très tôt par des amis qui m'ont dit, qui m'ont appelé à participer à des activités associatives. Et ça m'a aidé à grandir, ça m'a aidé à développer ma confiance en soi parce que ça m'a donné des compétences, ça m'a donné des habiletés comme préparer des réunions, parler en public, ou préparer des collectes de fonds ou des œuvres sociales. Ça m'a aidé à renforcer ma confiance en moi. Mais il faut dire que j'avais toujours ce petit problème avec la vidéo, ce problème avec la caméra, ce problème avec m'afficher et parler à d'autres personnes de moi ou parler d'un sujet en particulier. Mais cela, je vais dire que c'est la pandémie qui m'a emmenée à sortir de ma zone de confort parce que là, du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Là. Tout s'est arrêté, il fallait bien faire quelque chose. Et donc, je me suis dit que je pouvais utiliser mon parcours pour essayer d'impacter d'autres personnes, pour les amener à sortir de leur zone de confort, pour les amener à se faire plus confiance. C'est comme ça que j'ai franchi cette peur-là et que j'ai commencé à oser faire des vidéos et au fur et à mesure, c'est vrai qu'au départ, je n'étais pas confortable du tout, mais au fur et à mesure que je faisais les vidéos, j'étais de plus en plus à l'aise et puis c'était plus clair. Et aussi, il y a la formation, il y a l'ouverture aux autres, côtoyer d'autres personnes qui m'a permis aussi d'avoir plus confiance en moi, d'être plus rassurée par rapport à qui je suis, par rapport à ce que je vaux. Et donc, ça, c'est des éléments qui m'ont permis de grandir dans ma confiance en soi, dans mon estime de moi-même, dans la compréhension de qui je suis et de qui je veux devenir. Ok, merci. Tu dirais que c'est plus dans c'est les autres qui t'ont apporté ou c'est peut-être la comment dire le, Il y a le- d'abord eu, je dirais qu'il y a d'abord eu ce travail personnel sur moi-même Mhm. qui a été renforcé par la connexion aux autres. Mais d'abord, c'est parti de moi. C'est parti d'une introspection, d'un questionnement personnel, de l'identification de plusieurs éléments qui sont rattachés à moi, à mon expérience, de la compréhension de tout ça et de la décision que je prends de dire, OK, au vu de tout ce parcours, au vu de toutes ces expériences, qu'est-ce que je veux en faire? Donc, il y a ça, et puis maintenant, il y a ma connexion aux autres. D'accord. Et ça, ce travail, tu l'as fait toute seule, ce travail d'introspection, ou tu as Oui. été aidée par des livres ou des personnes qui t'ont... Oh, c'est vrai, oui, tout à fait. Il y a aussi des livres qui m'ont aidé, tout à fait. Oui, il y a des livres qui m'ont aidé à réfléchir, à me questionner, à revisiter mon parcours, à revisiter ma vie. Il y a des formations, des séminaires, des questions qui m'ont aidé, oui. D'accord, d'accord. Donc tu es allé voilà, vers des sources d'informations qui te permettaient Ok, d'accord. Mhm. Ouais. Oui, tout Bien, à fait. merci. Fadila?
Je vais reprendre moi par rapport à ma vie à moi personnelle, hein, du départ. Je dirais que moi, ce qui m'a aidé le plus, en fait, c'était de ne pas m'imiter justement au cocon familial. Parce que ça avait vraiment une grosse importance pour moi. Ça a toujours été important pour moi, la famille. Sauf que, voilà, je me suis dit à un moment donné, tout ne se passe pas à la maison. Et il va falloir un peu essayer de voir ce qui se passe à l'extérieur. Et du coup, je pense quelque part que c'est ça qui m'a aidé très tôt, en fait. C'est de me dire, bon, essaye de voir ce qui se fait ailleurs, comment les autres fonctionnent, essaye de t'intéresser. La vie, c'est forcément quelque chose de bien. Donc voilà, j'étais surtout dans cette perspective de, non, il y a certainement des belles choses à vivre. Donc voilà, donc c'est comme ça en fait que j'ai démarré un peu les choses pour reprendre confiance en moi. En tout cas, déjà pour réaliser qu'il y avait un manque de confiance, parce qu'on n'en est pas forcément conscient, justement. On se dit que peut-être que c'est normal, voilà, qu'il y a des choses qui sont normales et en fait, pas du tout. Donc j'ai commencé à me tourner un peu, enfin, puis surtout, il y a le cocon familial, mais aussi les situations professionnelles aussi, à l'école. Voilà, il y a voilà, ce problème de confiance en soi peut se manifester vraiment partout. Donc, c'est pour ça que voilà, ça peut très bien se passer à la maison et puis on se retrouve dans une situation professionnelle avec des personnes voilà, qui vont venir bousculer voilà, tout ce qu'on pensait acquis, quoi. Donc voilà, je me suis tournée pour ma part dans le milieu sportif. En Oui, fait, voilà, je voulais en venir à j'ai ça. commencé, je me suis retrouvée en fait une fois à jouer au basket dans la cour et puis voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit, dis donc, tu joues bien, tu devrais peut-être t'inscrire en club. Donc moi à l'époque, j'étais un peu perdue, je ne savais pas trop quoi faire de mes soirées, voilà. Je dis bon bah pourquoi pas. En fait, je dirais que ce qui m'a aidée, c'est de voir les opportunités en fait. Donc j'ai jamais été fermée aux opportunités. Donc du coup, je me suis dit bon allez, pourquoi pas, on va essayer. Et ça a commencé comme ça. J'ai joué en club une première fois. Alors, à l'époque, j'avais pas forcément les moyens en plus financiers, mais voilà, ça a plu tout de suite. On m'a dit tu devrais jouer avec nous. Et comme par hasard, il y avait un match super important qu'il fallait pas perdre. Et il se trouve que j'ai marqué les points qu'il fallait mettre pour Wow. gagner. Et de là, on me demande de jouer en sport-études parce que voilà, je suis douée pour ça, ainsi de suite. Et ça a été l'enclencheur en fait pour quitter justement le cocon familial. Et du coup, là, j'ai eu cette expérience-là qui a démarré avec le sport. Et puis voilà, pareil, un peu comme Viviane, dès qu'il y avait une possibilité d'intervenir dans une association, voilà, je m'intéressais tout le temps à ce qui se faisait. Voilà, j'étais vraiment ouverte sur le monde en fait. Au-delà de mon monde intérieur à la maison, il y a ça qui se dit, il y a ça qui se fait. Voilà, je me suis dit non, je vais quand même essayer de voir ce qui se passe autour de moi. Et c'est comme ça en fait que j'ai pu rebondir en fait, m'intéresser à d'autres choses, d'autres cultures, d'autres voilà, un peu tout. Et puis au fur et à mesure, bon, j'ai fait mon petit chemin sportif, mes expériences sur plusieurs années. Et puis bah, jusqu'à ce que voilà, je fasse des études. Donc pareil pour les études, qu'est-ce que je vais faire? J'en savais rien. D'autant que bon, dans la famille, il se trouve que bon, le regard n'était pas forcément porté sur nous parce qu'il y avait déjà des difficultés. Donc, s'autonomiser, c'était quelque chose qu'il fallait apprendre vite, en fait. Il fallait vite apprendre à se débrouiller, il fallait vite trouver des solutions. Donc, un mal pour un bien, quelque part, parce que ça m'a permis de développer beaucoup de capacités que moi-même, je me suis découverte au fur et à mesure. Oui, puis Donc, une indépendance, ça a construit une façon voilà, ouais, indépendante, quoi. Ouais. c'est cool, ouais. Donc voilà, ce qui ne veut pas dire que pour autant je me sentais construite à l'intérieur. Et ça, moi, avec moi-même, j'en étais totalement consciente. Je savais très bien que voilà, il y avait des manques, il y avait des failles, il y avait voilà, des choses qui étaient fragiles. Et ça, je le savais très bien. Mais en même temps, il fallait y aller, il fallait continuer d'avancer, de faire des choses. Et puis à partir de là, bon, ben, j'ai laissé faire les choses quelque part, tout en essayant de suivre en fait cette petite voix intérieure qui me parlait quand même, qui m'a jamais quittée. Et je l'ai jamais quittée jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que voilà, j'avais cette petite voix qui me disait accroche-toi, laisse pas tomber, voilà, te fie pas aux apparences. Voilà, c'est des petits messages que j'entendais. Et voilà, je m'y suis toujours fiée en fait. Et puis bah, ça a continué après pour les études. Là, je ne savais pas trop
où aller, et ainsi de suite. Et puis, jusqu'à ce qu'après, je travaille en entreprise. En entreprise, bon, bah, je ne me sens pas trop à ma place. Et puis surtout, j'arrive après le travail, je suis épuisée, je ne comprends pas. Donc, il a fallu là que je me questionne vraiment. Il y a eu une vraie remise en question qui s'est faite à ce moment-là. Et encore plus, en fait, quand mon père est décédé. Donc là, ça a encore réveillé quelque chose chez moi. Et là, je me suis dit, non, mais au fond, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas ce que tu veux, et tu ne sais pas vraiment où tu veux aller ni comment. Donc, c'est là qu'a démarré, en fait, ce travail intérieur dont parlait Viviane. Et ça a duré plusieurs années. Donc, ça a commencé par voilà, m'intéresser à des séminaires de communication, voir ce qui existait vraiment en termes de, voilà, de libération de la parole, d'écoute de soi. Donc voilà, je me suis vraiment intéressée à tout ce qui se faisait à l'époque. Et quoi d'autre après, bon, ben, j'ai entamé plein de démarches professionnelles aussi, des bilans de compétences, voilà, pour essayer de trouver ma voie. Et puis voilà, il y a eu une grosse partie autodidacte où il a vraiment fallu que j'apprenne à me connaître, à savoir qui j'étais, mes qualités, voilà, ce qui vraiment m'animait à l'intérieur de moi. Donc ça, c'était vraiment un travail important que j'ai fait Et pendant ça, c'est à plusieurs années. travers les séminaires et les formations et les bilans de compétences dont tu parlais que les personnes avec qui tu as travaillé ont fait éclore toutes ces connaissances sur toi que tu n'avais pas. Oui, ça m'a permis d'enclencher quelque chose, en tout cas le séminaire de communication. Ça m'a permis aussi de me dire, bah, tiens, un peu comme pour Viviane, on va peut-être s'intéresser à bouquiner un petit peu, voir ce qui se fait dans le monde du développement personnel. Donc voilà, le moment présent, enfin, voilà, plein de livres de développement personnel qui m'aiguillaient. Et puis après, bon, ben, je me suis découvert aussi le goût pour le toucher. Donc, moi, j'avais étudié pas mal, etc. Puis finalement, je me rends compte que ce qui m'épanouit le plus, c'est plus le contact avec les gens, la relation à l'autre. Donc voilà, je me suis vraiment découverte dans tout ça. Et ça, comment tu l'as découvert, le toucher? Parce que j'imagine que enfin, c'est pas comme ça qu'on s'en rend compte. Enfin, Bah, déjà, en fait, ce qui a enclenché ce séminaire-là, en fait, hein, c'est que quand j'étais en entreprise, j'ai réalisé en fait, que j'étais vraiment très sensible à mon environnement. Voilà, c'est-à-dire que je percevais les difficultés des gens, je percevais leurs douleurs, leurs souffrances. Et alors, je te coupe juste, mais je ferai une émission spécifique à l'hypersensibilité où je te réinviterai si tu es d'accord, parce que moi aussi, je suis hypersensible. Et ça fera vraiment l'objet d'une émission parce que c'est très important de le savoir. Moi, depuis que je le sais, c'est très récent, hein. Moi, ça date de 6 mois que j'ai réalisé que j'étais hypersensible. Et ça a juste éclairé tous les événements de ma vie et j'ai beaucoup mieux compris voilà, tout ce qui s'est passé. Pardon, je t'ai coupé, mais pour dire que je ferai une émission spéciale là-dessus parce que c'est important de savoir ça. Donc, tu disais que tu t'étais donc aperçu dans voilà, l'entreprise donc voilà, c'est en étant dans le monde de l'entreprise, voilà, après m'être essayée sur plusieurs postes où je me suis dit, bon, tu vas peut-être y trouver ta place, surtout à Paris, hein, c'est très entreprise. Et finalement, voilà, je voyais qu'en rentrant chez moi, j'étais toujours triste, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et je tenais pas sur la longueur. Et c'est là, en fait, que je me suis rendu compte vraiment que j'étais très, très sensible à mon environnement. Et je me suis dit, enfin, à l'intérieur de moi, je me suis dit, c'est pas possible, ta place, elle est forcément quelque part et à faire autre chose. Et donc, c'est comme ça que ça s'est enclenché et que j'ai participé à un séminaire. Et puis, dans ce séminaire, justement, l'idée, c'était, voilà, on fait des exercices, des jeux de miroir, on exprime un peu ce qu'on a envie d'exprimer sur le moment. On teste justement la notion d'apaisement par le toucher. Donc voilà, et voilà, puis forcément, moi, tout ça, c'est des choses dans mon enfance qui m'ont manqué. Et voilà, aujourd'hui, je me retrouve justement dans la situation où j'apaise les gens par le toucher. Donc, ça a démarré comme ça. Et puis après, bah, j'ai essayé de savoir ce qui existait comme activité, en fait, pour que je puisse transmettre, en fait, ce que je ressentais, ce que j'avais besoin de transmettre, de ce que je percevais. Donc, il a fallu que je trouve mon outil et ça a démarré par des techniques de massage, modelage. Voilà, c'est des massages que j'ai choisis parce qu'ils sont complets en fait dans leur technicité. Et puis, c'est vraiment holistique, ça comprend vraiment tout l'être. Et c'est pour ça que ça m'a appelé. Voilà, en l'occurrence, le modelage indien et puis le massage assis avec plein de points d'acupression bien précis,
voilà. Donc, cette dimension-là globale me plaisait et j'ai commencé comme ça. Et puis, de fil en aiguille, hein, il y a eu d'autres étapes, hein, bien sûr, par la suite. Super, merci. C'est très intéressant de voir un peu tout le parcours, justement. Euh, alors, par rapport au... Alors, est-ce que Viviane, tu veux dire quelque chose? Tu veux compléter en disant quelque chose? Euh, Lors de l'intervention de Fadila, il y a quelque chose qui m'est revenu à l'esprit dans mon parcours professionnel, c'est que, en fait, moi, j'ai une maîtrise en droit privé et j'ai commencé à travailler dans les assurances et je travaillais un peu dans le service, au service après-vente. Donc, c'était plus un service technique. Et à un moment donné de ma carrière, on me propose un poste à la direction commerciale, quelque chose pour lequel je n'ai pas fait de formation. Donc, c'était un défi. C'était quelque chose de nouveau, c'était quelque chose qui pouvait faire peur. Et surtout que c'était la vitrine de la société qu'on me demandait de diriger. Donc, j'ai accepté, j'ai accepté le poste. Et j'ai fait un état des lieux rapidement et puis je me suis mise au travail. Et c'est dans l'action, je veux dire, dans l'apprentissage, le contact avec les différents clients, les différents collaborateurs, qu'en bout de ligne, je me suis retrouvée à réussir ce challenge, à atteindre et même à dépasser l'objectif qu'on avait donné au bureau. Et ça a été un élément qui m'a fait grandir dans ma confiance en soi, qui m'a fait développer la croyance que c'est possible, je peux le faire. Si je me donne les moyens, si je m'engage, si je fais le suivi qu'il faut. Et donc, l'intervention de Fadila m'a fait revenir ça à l'esprit, ce que je voulais dire. Oui, oui, alors moi, si, je vais partager aussi. Moi, j'ai aussi donc travaillé pendant presque 20 ans en entreprise. Et c'est vrai que le moment où on m'a confié du... Alors, moi, c'est vrai que c'est arrivé un petit peu tout en même temps. Je suis tombée enceinte et en fait, pendant que j'attendais mon garçon, on m'a confié la responsabilité d'une équipe pour faire l'analyse de la réputation de la marque pour laquelle je travaillais dans la presse et sur les réseaux sociaux. Donc, je dirais que c'était assez intéressant pour moi parce que j'ai vu clairement un parallèle entre l'éducation d'un enfant et le management, parce qu'en fait, on s'aperçoit que même si on a affaire à des adultes, il y a quand même des ressorts qui sont assez communs entre les deux. Et c'est vrai que c'était un... Alors moi, j'ai adoré ça parce que j'ai trouvé... en tout cas, j'ai eu un responsable pendant ces 19 années. J'ai travaillé en Suisse, donc chez Rolex, et j'ai eu un responsable qui était super à tout niveau parce que bah, justement, il n'y avait pas de discrimination par le fait que j'étais une femme, que j'allais avoir un enfant. Et ben non, c'est à ce moment-là qu'il m'a confié la responsabilité de l'équipe. Alors, je veux dire que c'était vraiment un challenge parce que je combinais en plus le fait qu'à la maison, mon mari n'était pas là la semaine, il était là que le week-end. Donc, je suis revenue de mon congé maternité. J'avais un petit bébé à m'occuper la semaine toute seule et je prenais la responsabilité d'une équipe. Donc, c'était un gros challenge. Mais comme tu le dis bien, Viviane, c'est ce challenge et l'avoir aussi réussi et avoir voilà, vraiment réussi dans tout ce qu'on m'a demandé et avoir réussi à mener cette équipe vers l'objectif qu'on nous avait demandé d'atteindre, que je me suis rendu compte, enfin ça m'a vraiment beaucoup, oui, ça m'a vraiment nourri. Je me suis aperçue que j'étais capable de faire tout ça. Et je me suis surtout aperçue de l'influence que je pouvais avoir sur les gens, parce qu'on m'avait déjà dit dans le passé, mais tu te rends pas compte, tu te rends pas compte que les gens ils t'écoutent quand tu parles, que tu sers un peu de modèle. Alors c'est vrai que j'ai une petite sœur, donc la sœur que j'ai perdue, qui est décédée, c'était ma grande sœur. Moi je suis au milieu et j'ai une petite sœur et c'est vrai que je voyais toujours ma petite sœur me regarder un peu comme voilà. Mais je me dis bon, entre frères et sœurs c'est normal. Enfin il y a quelque chose d'inconscient qui se dit bon c'est normal, c'est pas. Mais plus tard, quand j'étais jeune adulte, on m'avait dit mais tu te rends pas compte, les gens ils t'écoutent, tu as une influence sur les gens. Et là, vraiment, quand j'ai eu la responsabilité de cette équipe, j'ai dit oui, ok, là, je comprends. Parce qu'effectivement, je suis arrivée à mener toute une équipe. Alors, en plus, c'était une équipe de femmes, donc ça m'a fait plaisir parce que vraiment, on était toutes vraiment liées et elles m'ont toutes suivie. En plus, on a changé de métier parce qu'on était à la base plutôt des documentalistes et puis on est arrivé donc à s'occuper
de la réputation de la marque Rolex et à faire ces analyses qui étaient souvent à destination des personnes à haute responsabilité dans l'entreprise. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose dont j'ai été très fière et c'est vrai que ça m'a beaucoup nourri pour la confiance en moi-même. Voilà. Après, par la suite, c'est vrai que la vie en entreprise, moi, ça aussi, ça ne me convenait pas tout à fait. Je rejoins Fadila là-dessus. C'est qu'en tant qu'hypersensible, maintenant que je le sais, je comprends mieux. C'est très difficile de se mettre dans un moule, de toujours. Voilà, puis comme tu le disais, je suis aussi très sensible à mon environnement. Je me faisais beaucoup parasiter parce que je ressens comment sont les gens, comment s'ils sont pas bien, ça m'affecte. Enfin bref, donc j'étais très, très parasitée par tout ça. Et maintenant que je travaille seule en tant qu'indépendante, je me sens beaucoup mieux par rapport à ça parce que j'ai beaucoup plus de facilité à me concentrer pour travailler en fait. Voilà. Écoutez, tout ce que vous m'avez dit, moi, ça m'a fait aussi penser au fait que, et c'est le message que j'aime bien passer et que je passe depuis le début que je fais ces vidéos, c'est que pour moi, on en revient toujours à la même chose, c'est qu'il faut s'occuper de soi. Il faut investir sur soi, il faut prendre le temps et le soin de s'écouter. Comme tu le disais, Fadila, tu as eu une petite voix qui t'a toujours accompagnée. Alors, moi aussi, même si souvent, moi, je lui disais un peu, enfin, je ne l'écoutais pas forcément. Et ce que je trouve très important à dire aussi, c'est de laisser du temps et de laisser de l'espace pour que cette petite voix, elle puisse parler et qu'on puisse l'entendre. Parce que moi, je suis quelqu'un qui suis d'un tempérament assez un peu de feu. Enfin, je suis beaucoup dans l'action, justement. Et ce que j'ai dit déjà dans une autre vidéo, c'est que moi, je suis beaucoup dans le faire. Je fais. Je me définis par l'action. Et j'apprends depuis un certain temps à nourrir mon être pour faire moins, mais être plus. Et l'être, ça passe aussi par laisser du temps et de l'espace pour nourrir cet être et être moins dans les je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Ça, je voulais aussi recueillir vos avis là-dessus. Est-ce que tu veux y aller, Fadila? Oui, moi je la rejoins complètement et je confirme complètement cette notion de faire en fait, qui est important en fait, de réajuster. C'est justement tout le travail que je fais en fait, dans le cadre de mes soins. En fait. Une majorité de femmes en fait, rencontrent cette difficulté. Je ne comprends pas les relations, là, ça se rentre dedans. Je lui dis de faire un tel, mais c'est mal fait, donc je préfère le faire moi. Donc il y a vraiment cette notion d'équilibre en fait, à réussir à installer à l'intérieur de soi, pour justement que ça puisse circuler légèrement et plus naturellement autour en fait. Donc d'une personne à une autre en fait, on va développer des exigences en fait, en fonction du regard qu'on a porté sur nous et du regard qu'on décide ou pas de porter sur nous. Donc c'est toute la mécanique entre guillemets en fait qu'il faut réussir à transformer, à mettre un peu d'huile là-dedans en fait. Et puis de se dire bon bah là ok, ben, je réalise quand même ce que j'ai fait. Donc, ça passe déjà par je reconnais, j'accepte et je réalise tout ce que j'ai déjà fait pour éviter justement de constamment être sous pression, de constamment devoir ou vouloir faire plus pour se démarquer. Parce que ce qui est commun chez les femmes, c'est cette notion de faire mieux. Donc, il y a une compétition en fait qu'on va développer en fonction justement de son parcours personnel, où voilà, on est toujours dans cette recherche comme disait Viviane, de l'amour en fait. Donc, l'idée, c'est de réussir justement à entrer en connexion avec cet amour qu'on a pour nous-mêmes. Donc, pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, c'est là que ça commence en fait, je fais quoi pour moi en fait, je prends soin de moi comment. Donc, ça commence déjà par je prends conscience de mon degré d'exigence, j'accepte l'idée qu'il y a des choses, des points sur lesquels je suis performante. Et même ça, c'est un exercice, c'est un travail d'accepter de se dire, ben, ouais, là, je suis bonne, là, j'excelle là, dans ce domaine-là. Donc, ça fait partie justement de cette confiance-là qu'on peut réussir à installer en soi en n'étant pas dans le déni, autant dans ses failles que dans ses forces. Ça, c'est important de réussir à trouver cet équilibre-là, l'installer. Et puis, c'est ce qui fait que justement, après, ben, on est plus dans la souplesse, on est plus dans la détente. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'on ait plus confiance? Et justement, on se dit, ben voilà, je suis, avant même de faire, je suis quelqu'un de bien.
je suis quelqu'un de gentil, j'ai de bonnes intentions, voilà, je suis quelqu'un. Donc, moi, ce que je mets surtout en avant dans mes séances, en fait, c'est vraiment de réussir à valoriser les qualités de femme. En fait. Donc, le calme, par exemple, c'est quelque chose qui dérange. Voilà. Pourtant, il y en a besoin, mais ne serait-ce que pour s'écouter. Si je ne suis pas dans le calme, comment je fais pour entendre ce que je ressens, pour entendre mes émotions, pour entendre ce qui me dérange, pour entendre voilà, ses propres conflits intérieurs. Donc, vous avez le même parcours, un développement personnel, Chapine, donc vous savez de quoi il s'agit. Et, donc, s'occuper de soi, ça commence par là. Je suis à l'écoute de mes besoins. J'ai envie, j'ai pas envie. Ça me dit pas. Donc voilà, c'est tout plein de choses qui sont importantes et qui font que justement, on va se sentir dans le juste, on va se sentir plus dans l'estime de soi, plus dans voilà, dans l'acceptation de qui on est. Parce qu'on est tous uniques, on a chacun nos limites, on a chacun nos différences. Voilà, il y a des choses qui nous plaisent, il y en a d'autres qui ne nous plaisent pas. Il y a des endroits où on se sent à l'aise, confortable. Il y a d'autres personnes avec qui on ne l'est pas. Donc voilà, c'est cette idée-là de je fais attention à moi en fait. Qu'est-ce qui me fait du bien? Voilà, parce que je dis un truc tout bête, hein, mais il y a un gros gâteau au chocolat, c'est vrai qu'il donne envie, mais j'en ai pas envie. Donc ça va pas plus loin que ça. C'est un exemple bête, mais c'est ça. Et après, ben, je mets en place, je suis attentive à ce qui me fait du bien, faire du sport, aller voir un ami, voilà, en présence de telle personne, je suis bien, ben voilà, c'est aussi simple que ça, j'y vais. Voilà, j'ai envie de bouquiner, je bouquine, j'ai envie de voyager, je voyage. Et puis surtout pour rejoindre, pour mettre en place vraiment cet état de confiance, en fait, c'est de vraiment se sentir en présence avec soi-même et dans tous ses aspects intérieurs. C'est pas juste je suis contente là, c'est top, je suis heureuse, c'est super. C'est aussi j'accepte aussi quand je suis pas bien, je suis malheureuse, je suis triste, je suis au bout de ma vie, je suis fatiguée, là j'en peux plus. Ben, c'est ça en fait, s'estimer suffisamment dans ces parts-là pour se sentir en confiance. Voilà. Merci Fadila. Viviane, Je rejoins complètement Fadila dans ce qu'elle a dit par rapport à l'écoute qu'il faut se donner, il faut prendre du temps pour soi-même parce que c'est vrai, moi je suis également une femme d'engagement. Je suis une femme déterminée qui, quand elle décide quelque chose, là, elle y va. Mais j'ai appris à faire des pauses. J'ai appris à prendre des moments et à tout arrêter et à m'écouter, à écouter ce que je ressens, comment est-ce que je me sens. Comme pour donner un exemple, j'ai participé à un incubateur il y a pas longtemps par rapport à Connecter au succès et j'ai reçu beaucoup d'informations. J'ai reçu tellement qu'on pourrait être amené à dire, OK, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Je me rends compte que j'ai tellement de choses que je dois faire en même temps là, que je sais que je ne peux pas toutes les faire. Donc, qu'est-ce que je décide? Je fais au mieux que je peux. Je fais comme je peux. Je m'organise et je fais les choses l'une après l'autre. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux remettre à plus tard? Mais je ne me mets pas de pression. Je me dis, c'est un processus. Je viens de quelque part. J'ai acquis des éléments qui font que je n'agis plus de la même façon. J'ai acquis des connaissances, j'ai des outils maintenant qui vont m'aider à développer ce que j'ai entamé. Donc, rien ne sert de courir, rien ne sert de vouloir tout réaliser en même temps, alors que c'est pas possible, je ne vais pas le faire. Donc, je m'écoute, je vais à mon rythme, je travaille comme je peux et puis on progresse. Je me rends compte que je ne suis pas au point zéro là, je suis vraiment à un niveau qui n'est pas celui où j'étais hier et je suis fière déjà de ça. Je le célèbre. Je fais une action réflexive sur mes actions, sur mes agissements et je peux voir que j'ai progressé, je peux voir que j'ai fait des pas et ça me réconforte, ça me donne la paix, ça me montre que j'évolue, j'avance, même si je fais des petits pas, mais c'est des pas quand même, j'avance. Donc, c'est important de prendre ce temps-là pour soi
Et puis, au fur et à mesure, à un moment donné, on sera amené forcément à regarder dans le rétroviseur et on va voir qu'on a fait du chemin comme pas possible. Donc, c'est très important de s'écouter, c'est très important de revenir à l'essentiel qui est soi, parce que le corps nous donne des alertes, notre être là nous donne des alertes. Si on ne l'écoute pas, à un moment donné, ça craque. Et ça, je suis sûre que Fadila en sait quelque chose, elle qui est au contact avec les personnes à travers le massage, là, ça se voit quand on touche, ça se sent quand on touche les personnes. On voit les nœuds, on voit comment les muscles, les nerfs sont tendus. Et ça, c'est des alertes que le corps apporte. Ça. Je confirme. Oui, 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 oui. Eh bien, écoutez, c'est très important ce qu'on vient de dire parce que bah, moi-même, donc, je suis entrepreneur aussi, comme tu le sais, Viviane, parce que c'est vrai qu'on s'est connus, on s'est déjà rencontré une fois avec Viviane ici au Canada. Dans le cadre de réseautage entre personnes entrepreneurs. Et quand on est entrepreneur, on a une liste de choses à faire, mais qui est juste longue comme, je sais pas, longue comme le Canada. Enfin, voilà. Et on doit tout faire en même temps, la comptabilité, faire de la pub, du marketing, on doit tout faire. Donc, pour moi qui suis hyper active et dans l'action, j'ai eu des moments aussi, j'ai eu un moment où clairement, je pense que je suis passée pas loin d'un espèce de burn-out, d'un trop. Et je me suis dit, non, mais là, stop, quoi. Et en fait, je pense que plus on est ambitieuse, plus on veut faire des choses, plus on est déterminé, plus il faut faire des pauses. Parce que Oui. moi, je me rends compte que maintenant que j'ai vraiment baissé le rythme et que parfois je me dis même, si tu as besoin de la matinée pour toi, bah, tu la prends et tu travailleras que l'après-midi et c'est pas grave. Parce que en fait, je suis aussi moi perfectionniste, donc je n'en fais jamais assez, ce que je fais, c'est jamais assez bien. Donc, j'ai pris aussi l'habitude que je devrais faire régulièrement. D'ailleurs, je devrais le mettre dans mon agenda. Je ne l'ai pas encore fait, mais bref, je prends l'habitude d'écrire tout ce que j'ai déjà fait. Et je m'aperçois que j'en ai déjà fait, mais tellement qu'il faut que voilà, que je me base là-dessus et que je me dise, mais tu te rends compte, tu as déjà fait tout ça, donc c'est bon, quoi. Ralentis. Et qui veut aller loin ménage sa monture, c'est cette fameuse citation qu'on dit. Et rien ne sert de courir, il faut partir à point. Voilà, ça sert à rien de s'épuiser, ça sert à rien de faire. Si l'être n'a pas été nourri, on n'ira pas loin. Donc voilà, ça c'est vraiment une leçon parce que c'est vrai que, en tout cas pour les femmes qui sont très actives comme ça, on a tendance à se laisser aller, à partir là-dedans. Et au contraire, vraiment, s'il y a un message que j'ai à faire passer, c'est plus on est actif, plus il faut s'accorder des temps de pause. Et en plus, ça permet à l'inspiration de se renouveler, voilà, des nouvelles idées vont jaillir, alors que si on est dans l'action à faire, on est épuisé et les idées ne viendront pas parce qu'on n'a pas laissé de la place, on n'a pas laissé l'espace pour que les idées, elles viennent. Tout à fait. Donc c'est vraiment très, très intéressant et très important, je trouve, ce qu'on dit aujourd'hui, parce que voilà. Et si je peux résumer aussi, il y a une phase, alors qui est peut-être pas toujours facile, c'est déjà d'identifier ce qui nous fait du bien, qui nous permet de regagner de l'énergie. Et c'est vrai que moi, je suis dans la phase un peu où alors maintenant, j'ai déjà identifié un certain nombre de choses. Et puis, bah, c'est vrai que quand on est indépendante, il faut se remettre un repère, il faut se remettre des repères, un agenda. Donc, j'essaye de remettre des repères, des rituels dans la journée qui me permettent de me ressourcer, qui me font du bien et qui vont me permettre d'être plus efficace ensuite pour le travail, etc. Mais voilà, il y a toute cette phase d'identification et comment dire, c'est assez simple, mais c'est juste d'essayer des choses. Moi, je recommande d'essayer des choses et puis de s'arrêter après avoir fait l'activité, puis de se dire comment je me sens après. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens moyen? Ça m'a pas, en fait, ça m'a un peu énervé. C'est pas ça que j'avais envie de faire. Enfin voilà, c'est vraiment et puis d'écrire, de se dire voilà, après que j'ai fait ça, alors que c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Bah, par exemple, je me suis aperçue à ma grande surprise que bah en fait, ça m'apporte vachement de réconfort. Je me sens bien. Enfin voilà. Donc c'est vraiment identifier. Ensuite, bah, répéter tous les jours, si c'est possible. Moi, je recommande vraiment de le faire tous les jours, quoi, de se mettre des rituels comme ça tous les jours dans l'agenda, de se réserver des plages et puis de se dire là, je fais ça parce que ça va nourrir mon énergie, ça va me reposer, ça va m'apaiser l'esprit, ça va, voilà.
Donc, ça, c'est vraiment un exercice qui peut être un peu fastidieux au début, mais une fois qu'on a ça, ben, ensuite, on l'inscrit dans son agenda et puis on déroule comme ça. Et puis, oui, faire appel aussi à des formations pour investir sur soi, pour développer des nouvelles compétences, alors qui ne sont pas forcément des compétences professionnelles, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle un peu les soft skills maintenant. Yes. Voilà, c'est des capacités d'être en relation, d'être mieux en relation avec l'autre, enfin voilà, de faire. Et puis aussi, je voulais dire, de reconnaître ce qui a été chaotique dans notre parcours, de reconnaître que tout ça, ça fait la femme qu'on est aujourd'hui. Hein. Moi, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui avec la détermination et la force que j'ai si je n'avais pas perdu ma sœur, si je n'avais pas transformé cette souffrance en quelque chose d'autre. Si je n'avais pas eu un père absent, eh ben, je pense que je serais moins indépendante. Ça a pendant longtemps été assez difficile à avaler, mais finalement, j'ai compris, à travers aussi des exercices que j'ai fait avec des coachs, que finalement, mon père qui était absent dans mon éducation m'a finalement apporté beaucoup de choses, m'a transmis quand même des choses. J'étais assez surprise de voir qu'il y a des choses, c'est mon père qui me les a transmises, alors que activement, c'est pas ce qu'il faisait. Il n'était pas activement dans la transmission, mais il m'a transmis des choses. C'est ça. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment très important. Pardon, je fais un petit check sur le temps. Voilà. Écoutez, je vous laisse encore la parole si vous avez des points à rajouter, puis ensuite je vais un petit peu conclure parce que ça fait bientôt 1 heure qu'on discute ensemble. Ce que je pourrais rajouter éventuellement, c'est de ne pas perdre de vue l'idée de se faire plaisir, quoi qu'on fasse en fait. C'est vraiment la base, quoi. C'est est-ce que ça me fait plaisir de le faire? Oui, non. Et puis par rapport à l'ordre des tâches, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est vraiment indispensable? De ne pas craindre en fait d'organiser sa semaine en se disant voilà, ça, je sais que je ne peux pas passer outre, donc c'est fixe, je le fais. Après, pour le reste, bon, voilà quoi. C'est important vraiment de s'aménager du temps pour soi, parce que sinon on perd justement le fil conducteur de la vie, tout simplement parce que avant même de chercher à atteindre des objectifs, je crois que c'est important de toujours rester focus, focalisé sur comment je me sens, qu'est-ce qui fait que, voilà, est-ce que je suis bien, est-ce que je ne suis pas bien, parce que des objectifs, on peut en atteindre, ce n'est pas le problème. Mais ce qui est important de distinguer, en fait, c'est qu'il y a les objectifs constructifs. Moi, c'est comme ça que je fais la différence. Il y a des objectifs qui valent la peine, quelque part, parce on a le droit d'être ambitieux, on a le droit de vouloir réussir telle ou telle chose. Et puis, mais je pense que c'est important déjà de se considérer comme une réussite avant toute chose. Je suis une réussite avant même de faire quoi que ce soit. Donc, c'est important de distinguer, et pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, que c'est important d'écrire les choses. Moi, je le recommande souvent, c'est avant d'entamer quoi que ce soit, c'est d'écrire ses pensées pour avoir un recul et puis réaliser en fait ce qui nous motive vraiment à faire les choses. Parce que des fois, quand on commence à écrire et qu'on se dit je dois faire ça, donc déjà, ne serait-ce que le début de la phrase je dois, ça ne sent pas bon. Hein. Donc, c'est important d'essayer de le noter si vraiment on ne réalise pas ce qui se passe, qu'on n'est pas conscient en fait qu'on est dans un mécanisme d'objectif qui ne va pas forcément nous épanouir. Je pense que c'est important de le noter pour pouvoir distinguer ce qui est important, ce qui ne l'est pas, et puis rester le plus sereine possible. Tout à fait, Fadila, je te rejoins parce qu'on peut atteindre des objectifs que si on est, si on existe, si on est présent. Donc, il faut qu'on prenne du temps pour nous-mêmes, pour voir comment est-ce qu'on se sent véritablement, comment est-ce que les différentes actions ou les choses de la vie là, nous nourrissent, nous épanouissent, nous permettent de devenir de meilleures personnes, nous permettent d'exprimer vraiment qui on est et puis d'être dans la paix, dans la joie. Il ne faut pas juste faire parce qu'on doit faire, parce qu'on est dans un système, parce qu'on est dans un moule. Il faut comprendre qu'à un moment, là, on est, comme tu l'as dit, on est une réussite. Donc, on a besoin de prendre soin de nous-mêmes. On a besoin de prendre soin de ce qu'on est là, parce que c'est ça qui va nous amener quelque part. Si on ne prend pas soin de soi, ça peut craquer à tout moment et puis il n'y a plus d'objectif à atteindre là. L'ultime objectif là, il est, il est là. Donc, il est important vraiment que on baisse et qu'on sache
qu'est-ce qui est primordial, qu'est-ce qui est vraiment essentiel et qu'on le fasse et qu'on célèbre les réussites, on célèbre les accomplissements, on célèbre les réalisations. C'est ça. Et pour ça, on peut se faire des cadeaux à soi-même. Voilà. Oui, C'est très important. tout à Et fait. oui, oui, est-ce que, enfin voilà, mince, je sais plus à quoi je pensais quand tu parlais, mais c'est pas grave, tant pis. Voilà, mais c'est vraiment oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on peut entendre parfois, c'est oui, mais penser à soi, c'est égoïste. Non, alors Non. pour moi qui fais ça depuis quelques mois, c'est assez frais, donc je peux vous en parler. Euh, Plus je prends soin de moi, plus les autres autour de moi en bénéficient, ça rayonne autour de soi et Ouais. plus les autres autour se sentent mieux, puisque quand on est bien avec soi-même, on est plus sympa avec les autres, on est plus tolérant, enfin voilà, si on est bien et qu'on est dans la paix et la sérénité, comme tu l'as dit Viviane, mais c'est agréable pour tout le monde, donc c'est le contraire de l'égoïsme, c'est le Mhm. contraire de l'égoïsme, voilà. Ouais. Vraiment, ça c'était Et un... je dirais même mieux, c'est un exercice pour beaucoup de personnes, en fait. Mhm. Pour beaucoup, c'est pas quelque chose de naturel, en fait. Non, Ça parce qu'on ne demande l'apprend de pas. l'effort Oui. pour beaucoup de personnes. On ne l'apprend pas. Hein. Moi, enfin voilà, mes parents, de nouveau, c'est les premiers modèles, mais je les ai pas vus prendre soin d'eux. Donc Ouais. forcément, et moi, enfin voilà, je milite vraiment. J'ai aussi enfin, je me dis ça, il faudrait l'apprendre à l'école, quoi. Dès le plus jeune Mhm. âge, il faudrait apprendre ça parce que Mhm. ça changerait le monde. Hein. C'est un peu un grand mot, mais je trouve que si dès le plus jeune âge, aux enfants, on leur dit le plus important, c'est toi, il faut que tu prennes soin de toi, il faut que tu saches qui tu es, voilà. Mais ça changerait toutes les relations dans le travail, dans tout, partout, dans toute Mhm. la vie. Donc moi, c'est vraiment un rêve, mais Mhm. c'est pour ça aussi que je m'adresse aux femmes, parce que quoi qu'on en dise, sans faire de généralité, c'est quand même les femmes qui transmettent en majorité, même si les choses sont en train de bouger, mais voilà, la femme, elle a quand même un rapport particulier avec ses enfants. Et c'est encore beaucoup les femmes qui prennent en charge un certain nombre de choses, même si je rêve que ça change. Mhm. Euh, c'est très important que les femmes, elles montrent ça comme exemple, et particulièrement aux petites filles, quand on a des petites filles, parce que ça me semble vraiment primordial de montrer ça en exemple aux petites filles. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette émission. C'était vraiment riche. Je suis ravie de tout ce qu'on a dit. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir passé ce moment avec vous. Merci beaucoup. Un Je plaisir. vais... Merci Guylaine, c'est un plaisir partagé. Merci Fadila, ça a été un plaisir de te connaître. Oui, c'est réciproque, merci. De je belles vais- personnes. Merci. Merci. Je vais arrêter l'enregistrement et je dis merci à tout le monde et à tout bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.